Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la vidéo sur la dernière partie de statistiques, c'est-à-dire la dernière partie sur les statistiques à deux dimensions, et nous allons parler de régression linéaire. Alors qu'est-ce que c'est que la régression linéaire? Tout simplement, c'est le principe de, à partir d'un certain nombre de données à deux dimensions, essayer de voir si on ne peut pas créer un modèle qui nous permettrait de connaître donc la valeur obtenue pour une des deux dimensions à partir de la première. On peut obtenir des valeurs, on essaie en fait d'établir un modèle. Alors, ici, comme le nom du chapitre l'indique, c'est de la régression linéaire, c'est-à-dire qu'on va regarder si on peut créer une droite, puisqu'une droite c'est linéaire, qui représente le mieux les données, mais il est évident qu'on peut également effectuer des modèles en deux dimensions, des modèles exponentiels, etc., etc. Donc, on va directement sur PowerPoint avec ce tableau de données. Alors, contrairement à ce qu'on a fait d'habitude avec des tableaux de contingence, ici ce n'est pas un tableau de contingence, c'est qu'on a simplement 5 données. C'est-à-dire que ici on a à la première ligne les XI, je vais peut-être le noter ici. Donc les XI, ce sont les revenus d'une personne, et les YI, donc c'est la taille de l'appartement. Je vais mettre la surface de l'appartement plutôt. C'est la surface de l'appartement de cette personne. Donc revenu mensuel, bien entendu. Voilà. Donc on a des revenus mensuels, et la surface là, elle était peut-être un peu grande. 80 mètres carrés. Oui, je crois que on avait fait un multiplicateur quelque part. Donc à mon avis c'était divisé par 2 ici. Voilà. Donc 47,5, 42,5 et 52,5. Voilà. Donc on a ici des données qui sont représentées, on a 5 données, c'est-à-dire qu'on a demandé à 5 personnes simplement leur revenu mensuel et la surface de l'appartement où ils vivent. Donc voilà, tout simplement 5 données, ce qui veut dire que quand on voit les valeurs qu'on a aussi ici, ben, on va pas mettre ça dans un tableau de contingence, parce qu'évidemment, les revenus, ils sont très disparates. Alors on pourrait mettre ça dans des classes et créer un tableau de contingence, mais là de toute façon on a trop peu de données, donc on a ces 5 données-là et on va analyser ces 5 données-là. On va essayer déjà de voir ce que ça donne graphiquement. Donc je vais ici sur Excel, je vais copier ceci et je vais le coller ici, voilà. Donc là maintenant on est sur Excel où j'ai copié mon tableau de données. Donc ce tableau de données, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais avoir envie de déjà mettre les points dans un graphique. Donc là, je vais aller ici, insertion graphique recommandée, et il va me proposer, là, il me propose pas le nuage de points. Il me propose pas le nuage de points, c'est pas grave. Voilà le nuage de points, il est ici. Et donc là, vous voyez que j'ai un nuage de points qui représente mes données. Donc je n'ai que 5 points. Donc il est évident que il n'est pas très grand. Hein, donc voilà. Mon graphique, bon, il n'est pas très beau, mais ça, je pourrais le mettre autrement, évidemment. Donc voilà. On a ici nos données avec notre nuage de points, les xi comme ceci, les yi pardon, comme ceci, et on a nos 5 points. Donc ces 5 points, comme vous voyez, ils sont comme ceci, et on a envie de construire un modèle qui représente le mieux possible l'évolution des données en fonction, l'évolution par exemple de la surface de l'appartement, en fonction du revenu. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller demander ici, sur Excel, c'est très facile, ça va très vite, d'avoir ce qu'ils appellent une courbe de tendance. Et voilà, vous voyez que ici, j'affiche du coup ma courbe de tendance, que je vais, qui est linéaire, ça me convient très bien, et que je vais du coup essayer de d'augmenter l'épaisseur du trait, par exemple, si je peux, voilà, comme ça on voit un petit peu mieux, comme ceci, c'est très bien, et je vais la mettre en noir, du coup. Voilà. Donc voilà ma courbe de
tendance. Très bien. Voilà, comme ceci. Ok. Donc là, je vais augmenter. Voilà, je mets 1000 avant et 1000 arrière. Pourquoi est-ce que j'ai changé ces paramètres-là ici? Tout simplement parce que là, il m'avait créé une courbe de tendance qui se limitait à l'endroit des points. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une courbe de tendance qui va beaucoup plus loin. Parce que moi, ma droite de régression, elle est infinie. C'est une droite. Donc là, elle est encore limitée, je sais bien, mais en réalité, elle va jusque moins l'infini, elle va jusque plus l'infini. C'est juste que forcément, les données ne vont pas rester correctes partout. Donc, une courbe de tendance comme ça, une droite de régression, il faut se dire que c'est valable sur une certaine zone par rapport aux données qu'on a. C'est-à-dire que si je tombe à un revenu de 0 euros, ben, ça n'a pas de sens d'aller voir à combien correspond la taille de l'appartement, parce qu'on peut très bien vivre dans un appartement, mais pas avoir de revenus parce qu'on est un enfant, par exemple, ou ce genre de choses. Donc là, on a une courbe qui, au final, se rapproche assez bien des points, mais qui ne passe pas par aucun des points forcément. Ça, c'est pas indispensable de passer par certains points. Ce qui nous intéresse, ça va être de dire comment a-t-on trouvé cette courbe de tendance. Alors oui, Excel, nous, il nous l'a fait automatiquement, mais bon, moi ici, je suis quand même obligé de vous présenter un petit peu comment on trouve cette courbe de tendance. Alors, elle porte un autre nom, cette courbe de tendance, d'ailleurs, je vais le mettre ici, on l'appelle également la droite des moindres carrés. Alors pourquoi les moindres carrés? Et tout simplement parce que on s'est dit, j'ai 5 points, comment est-ce que je vais faire pour représenter ça par une droite? Mais on veut minimiser l'écart qu'il y a entre les points et la droite, puisque on veut que la droite se rapproche le plus des points, donc on veut minimiser l'écart qu'il y a entre les points et la droite. Donc si ici, voilà, comme ceci, si ici j'ai un certain écart avec la droite, d'accord? Donc un certain écart entre ce point-là et la droite qui est ici. J'ai un certain écart également entre ce point-là et la droite qui est ici. J'ai un certain écart, etc. Donc là, je vais regarder si je peux pas insérer des trucs. Donc si je veux insérer des formes, voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. Si je veux insérer ici une forme, donc par exemple, voilà, ici, et je vais évidemment augmenter grandement la largeur, et je vais mettre la couleur en rouge comme ceci. Voilà, donc là, vous voyez l'écart entre le point et la droite. Ici, on a également l'écart entre le point et la droite, écart qui est un tout petit peu plus grand. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ici, on a encore un autre écart, et ainsi de suite. Ben, tous ces écarts, donc ils sont verticaux, hein, même si ça vous semble un peu bizarre, c'est parce que ben, là je le fais comme ça sur Excel, c'est pas forcément très précis. Donc ils sont verticaux, donc c'est-à-dire qu'on a l'écart entre le point et la valeur de la droite. Et tous ces écarts, on veut les minimiser. Alors le problème, c'est que si je fais simplement les écarts, par exemple je fais la valeur ici moins celle-là, puis je fais la valeur ici moins celle-là, ben, le problème c'est que celle-ci va être positive, puisque ici je vais avoir 40 moins 38 par exemple, voilà, quelque chose comme ça. Et ici par contre je vais avoir 37 moins 41. Donc 37 moins 41 qui va être une valeur négative. Ce qui veut dire que les points au-dessus de la droite vont être compensés, enfin l'écart des points du dessus va être compensé par l'écart des points du dessous. Et on va tomber à un écart de 0. Ce qui veut dire que c'est vraiment pas ce qu'on veut, il faut considérer un écart en termes de valeur absolue, parce que sinon on peut très bien avoir un énorme écart, compensé par un autre énorme écart, et on va avoir une droite qui ne ressemble à rien. Et comme on ne va pas travailler avec des valeurs absolues, parce que c'est trop compliqué en maths, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre tous ces écarts-là au carré. Donc je les mets au carré, et j'additionne tous ces écarts entre les points et la droite, et je veux obtenir le minimum. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la droite des moindres carrés. C'est-à-dire que je prends tous les écarts, je les mets tous au carré, je les additionne et je veux obtenir le minimum. Donc, je vais retourner un petit peu peut-être sur PowerPoint pour vous montrer comment ça se passe. Donc ça veut dire que ici,
Donc mes écarts, c'est quoi? Et c'est pour un xi, ici, je fais le yi moins la valeur de la droite. Donc yi moins la valeur de la droite, c'est quoi? La valeur de la droite, ben là, une droite, ça a pour équation, comme vous le savez très bien maintenant, ça a pour équation ax plus b. Voilà. Ma droite a pour équation ax plus b. Et donc, ben, je vais chercher le a et le b. Hein, c'est ce que j'ai envie de connaître pour connaître l'équation de ma droite. Mais je sais bien qu'on peut prendre mx plus p ou peu importe. Ici, je prends ax plus b parce que c'est plus simple tout simplement. Enfin, parce que c'est les premières lettres de l'alphabet, peu importe. Bref, vous prenez mx plus p, c'est très bien aussi. Donc je fais ici les yi moins la valeur de la droite. Et la valeur de la droite, ben, c'est quand je remplace dans ma droite y égale ax plus b par le xi. Parce que le xi est le même pour le yi qui est ici et pour le point qui est sur la droite. Donc c'est moins a xi plus b. Voilà. Ça, c'est mon écart. D'accord? Et cet écart-là, ben, qu'est-ce que j'en fais? Je le mets au carré. Voilà. Puis, j'en fais la somme. Voilà, grand opérateur. Hop. Hop. J'en fais la somme de tous ces écarts au carré. Et je veux faire quoi? Je veux en calculer le minimum. Donc, je fais le minimum de tout de ça. Et ça va me donner, du coup, grâce à ça, le A et le B que je cherche. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Évidemment, ça, je ne vais pas développer ici, mais comment calcule-t-on un minimum? Lorsqu'on veut déterminer un minimum, on doit dériver l'expression et la mettre égale à 0, puisque comme vous vous souvenez, mais ça on avait déjà vu au premier quadri, donc pour obtenir un minimum ou un maximum, il faut dériver et égaler à 0. Et donc si je fais ces opérations-là, que je ne vais pas développer ici, hein, c'est simplement pour vous montrer comment on a fait, on peut obtenir, grâce à ça, le A et le B. Okay. Voilà. On peut obtenir le A et le B. Et donc, le A, il va être égal à un minuscule. Voilà, le A, il va être égal à, comme ceci, une fraction. Voilà. Donc là, je cherche mon sigma, on travaille toujours avec les variances et écart-types, bien entendu. Et mon sigma, il est là. Voilà. Donc sigma xy divisé par sigma carré x. Voilà. Comme ceci. Et ensuite, le b, lui, on va le déterminer grâce aux moyennes. C'est-à-dire que le b va être égal à, on utilise tout simplement l'équation de la droite, hein, ax plus b. Donc l'équation de la droite, c'est y égale ax plus b. Donc le b est égal à y moins ax. Et on va faire ça avec les moyennes. D'accord? Donc c'est égal à la moyenne dy moins a fois la moyenne dx. Voilà. Et donc grâce à ça, on peut obtenir le a et le b par calcul, et donc obtenir ma droite ax plus b. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va tout simplement vérifier tout ceci avec les données avec lesquelles on travaillait ici sur Excel. Donc c'est-à-dire que le sigma xy, c'est la covariance, comme on a vu la dernière fois, et le sigma carré x, c'est la variance selon x. Bon, donc là, je reviens ici sur Excel, voilà. Donc je vais déjà avoir besoin des moyennes. Donc, si vous vous souvenez, je vais tout simplement faire ici la moyenne des x qui va être égale à
Voilà. Donc je fais tout simplement ici la moyenne de ces valeurs-là. Voilà, j'obtiens la moyenne des x. Ici, j'ai la moyenne des y qui va être égale du coup à... Ici, et je vais juste descendre comme ceci. On obtient les deux moyennes. Alors maintenant, je vais essayer d'obtenir les variances. Donc la variance dans les x, c'est quoi la formule? Vous commencez par la connaître. Simplement, on avait utilisé la formule dans un tableau de contingence. Mais ici, de nouveau, c'est pareil. C'est comme si vous aviez un tableau de données avec juste vos x. Donc on fait les nixi carré moins x bar carré. Donc la somme des nixi carré, le tout moins x bar carré, divisé par n avant, bien sûr. Enfin, bon, vous connaissez la formule. Et ici, on a simplement une fois chaque donnée qui revient. Donc c'est-à-dire que pour calculer la variance, je vais d'abord tout mettre au carré, d'accord? Donc je vais ici refaire un tableau, voilà, je vais le copier et le coller ici, et simplement ici, je vais mettre que ça, c'est cette valeur-là au carré. Oui, c'est juste, je peux pas mettre ça, hein, je suis un peu... voilà, je vais faire ça comme ceci. Voilà. Et voilà, donc là on a un tableau avec tous les carrés, d'accord? On a un tableau avec tous les carrés qui sont là. Ça veut simplement dire qu'il n'a pas la place pour tout afficher. Voilà, donc si vous voulez qu'il affiche tout, vous agrandissez un petit peu votre tableau. Donc voilà, là c'est tous les carrés. Et donc du coup la variance, c'est la somme de tous les carrés qui est là, divisé par n. Donc c'est la moyenne de tous ces carrés qui sont là. Et on n'oublie pas de faire moins x bar carré, donc moins la moyenne au carré, donc moins la moyenne fois la moyenne, et ça nous donne la variance qui est ici. Et maintenant la variance en y, il suffit tout simplement de tirer, et on a fait la moyenne de tout ceci, moins 43,9 au carré, et ça me donne ceci. Donc après, je peux également calculer les écarts types. Voilà, ici aussi, à part le fait que je vais mettre ça en y, et ça c'est la racine évidemment de la variance qui est ici, et ça je tire, c'est pareil, et voilà. Donc j'ai mes deux écarts types, j'ai mes deux moyennes, etc. Donc vous voyez que tout ce qu'on fait là, alors oui, je refais tous des calculs de moyenne, de variance, etc. Mais quand on l'a fait pour la covariance et le coefficient de corrélation, tout ça c'est déjà fait. Parce qu'on a eu besoin de faire tous ces calculs-là pour covariance, coefficient de corrélation. Or, quand je vous pose une question, souvent je continue la même question. C'est-à-dire que si je vous demande d'évaluer la corrélation entre deux données xi et yj, après je vous demanderai simplement d'établir une droite de régression et vous n'avez qu'à appliquer les formules. Quelles sont ces formules? On le voit ici. Donc le A, c'est sigma xy sur sigma carré x. Donc ici, je mets le A égale, donc sigma xy sur sigma carré x. Donc là, il faut déjà calculer la covariance avant. C'est vrai qu'on ne l'a pas calculé. Donc la covariance, c'est quoi? Je rappelle que c'est, on multiplie chaque valeur en fait par, comment dire, par le xi et le yj. D'accord? Chaque valeur dans le tableau de contingence, mais ici, chaque valeur ne revient qu'une fois. Donc, on fait simplement la somme des xi, yj, ok, divisé par n, et puis on enlève x bar fois y bar. Donc, je vous montre la formule, ça apparaîtra beaucoup plus simplement. Donc, je fais ici la somme de quoi? Enfin, c'est une somme prod, je vais peut-être pas utiliser la formule, je vais juste le faire de manière simple. Ça fois ça, d'accord? Plus ça fois ça, et ainsi de suite. Pour aller plus vite, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais faire ça fois ça, voilà. Je vais faire tous mes produits ici en dessous, d'accord? Donc j'ai fait tous les produits, et je vais en faire la somme. Je fais la somme de tous mes produits, comme ceci. Enfin, en fait, c'est même la moyenne, de nouveau, puisqu'on divise par n. Donc la moyenne de tout ceci, voilà. Et je vais évidemment enlever x bar fois y bar, et ça me donne ma
covariance qui est ici de 1424, pardon, 58. Alors oui, je sais bien, ça vous semble spécial. Pourquoi je fais ça fois ça? C'est parce qu'en fait, chaque donnée ne revient qu'une fois. Donc, ça veut dire qu'ici, on a une donnée, donc le NIJ, c'est 1, qui a pour XI 1388 et YJ 40. Donc, si je dois multiplier mon NIJ par le XI et le YJ, je dois faire 1 fois 1388 fois 40. Puis j'additionne avec la valeur suivante et ainsi de suite. Et donc, quand vous calculez la covariance, alors que vous avez, comme ici, 5 données, vous devez multiplier DXI par les YJ fois 1, qui n'apparaît pas, évidemment, dans mon calcul. Voilà. Puis je divise par grand N et j'enlève le produit des deux moyennes. Voilà, ça me donne la covariance. Je peux donc enfin calculer mon A. Le A, il est égal à la covariance divisée par le sigma x carré, donc divisé par ça fois ça. Voilà le A. Comment ça? Ah oui, j'ai fait diviser par ça fois ça, donc je dois évidemment mettre une parenthèse, si je veux que ça marche. Voilà. Comme ceci. Et le B, il est égal à quoi? Comme on l'a dit, y égale ax plus b, donc le b est égal à y bar, comme ceci, moins a fois x bar, moins a fois x bar. Et donc le b est à 43. Mais ça déjà, voilà, ok, d'accord. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, la courbe que j'obtiens par calcul n'est pas la même que cette courbe-ci. Voilà. Donc, ça, déjà, pourquoi le A est-il si petit? Tout simplement parce qu'ici, on avance à coup de 500, et ici, on avance qu'à coup de 10. Donc, on avance beaucoup moins vite. Donc, voilà. Donc, dans ce graphique, je vais avoir envie d'ajouter une droite. Donc, ça, je ne sais pas si je peux le faire, ou bien si je vais... Ça, j'avoue que je n'ai pas vérifié si je savais le faire. Insertion. Ok, je vais essayer de faire un graphique sous forme de droite. Nuage de points, c'est courbe alors. Voilà. Une courbe. Ok. Et bah oui, il est mon graphique que je viens de lui demander. Sous forme de courbe. Graphique. Tous les graphiques. Courbe. Ok. Ah, le voilà, enfin. Voilà. Très bien. Alors là, évidemment, ça ne marche pas, hein, c'est pas ça que je voulais. Je voudrais lui donner la formule avec le A et le B. Bon, quand c'est impossible, ce que vous devez faire, c'est prendre évidemment plusieurs valeurs qui correspondent avec le A et le B. Donc par exemple, qu'est-ce que je fais? Je vais ici prendre du coup les mêmes valeurs, hein, 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Voilà. Ici, je fais quoi? Ici, je fais y égale ax plus b. Donc ici, les y, ça va être égal à a fois x plus b, comme ceci. Et là, évidemment, je vais descendre, sauf que le a et le b ne doivent pas descendre. Donc mon F12 et F13, je leur mets $1, comme ceci. Et voilà. Non. Si. Et donc c'est qu'il y a quand même un problème dans mon calcul, ici, parce que les valeurs ne correspondent évidemment pas du tout. Est-ce qu'on fait bien la bonne formule ici? Je fais A fois X plus B. Voilà. Donc, en plus, c'est très bien. Comme ça, vous voyez directement un problème qui est rencontré. Au final, je l'ai toujours dit, c'est très bien quand il y a des problèmes. Donc, d'où vient le problème? Alors, le A, j'ai divisé par C12 fois C12. Et j'ai divisé par la moyenne au carré. C'est par le sigma x au carré. D'accord, voilà le problème. C'était évidemment pas divisé par C12 fois C12, puisque c'était à diviser par le sigma x au carré.
Et donc je divise par la variance ici, fois la variance, comme ceci, et ça me donne un A différent. Non, pas un moins, divisé. Ok, si c'est 22, c'est 8 divisé par... non, pas C16 fois C16 divisé par C16 du coup. Ouh là là là. Bon, je suis désolé, hein, c'est la fatigue, on va dire ça. Voilà, comme ceci. Et du coup, le B, il est comme ceci. Et du coup, les valeurs changent beaucoup plus, évidemment. Et ça va nous donner, du coup, si je fais ici mon graphique et que j'essaie de le représenter par une droite, voilà, comme ceci, je vais faire ceci. Insertion graphique recommandée. Voilà, nuage courbe, comme ceci. Et voilà, j'ai ma courbe qui est là. Et si vous comparez les deux courbes, vous voyez que elles sont bien identiques. Voilà, on a bien ma courbe ici, même si, je sais pas, il se passe un truc bizarre par rapport à mon graphique de tout à l'heure. Il descend bien plus ici. Je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Bon, ok, donc de toute façon, vous voyez que la courbe qu'on obtient était bien la même que la courbe qu'on avait tout à l'heure. À la limite, je vais recommencer mon autre graphique. Voilà, je fais ceci, insertion graphique nuage de points, comme ceci. On avait nos nuages de points. Et à partir de là, je demande une courbe de tendance que je vais aller modifier ici. Voilà, en augmentant la largeur et en augmentant, comme je l'avais dit, les valeurs ici, 1000 avant et 1000 après, et voilà, et on la met en noir, voilà, comme ceci. Et donc vous voyez qu'on a effectivement bien la même droite, hein. Donc on a la même droite, ici en 0 on est à 17, on peut imaginer que ici si on descend jusque 0, on va tomber à 17, à la limite je peux le faire, hein. Je peux simplement ici demander d'aller à, par exemple, 1500 en avant, et, comment ça? Non, pas en avant, en arrière du coup, pardon. Voilà, 1500 en avant, et vous voyez qu'on tombe effectivement à peu près à 17. Voilà, donc la courbe de tendance qu'on avait ici, c'est bien la même courbe que celle qu'on a obtenue ici. Donc voilà. Voilà comment on détermine une droite de régression. Simplement, une petite précision que je n'ai pas encore donnée jusque-là, c'est que les écarts que je vous ai montrés tout à l'heure avec mon graphique, je les ai pris verticaux. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix? On fait ce choix parce que c'est ce qu'on fait le plus souvent, mais en réalité, je pourrais également choisir de prendre des écarts horizontaux. Donc regardez l'écart de ce point-là par rapport au point qui est ici. Et donc, voilà, ici je vais avoir du coup des écarts plutôt horizontaux. Et j'arrive pas à le voir parce que c'est au-dessus. Voilà, par exemple, comme ceci. Voilà. Je vais le mettre de nouveau en rouge et je vais augmenter l'épaisseur. Voilà, comme ceci. Et donc là, du coup, j'ai des écarts qui sont plutôt horizontaux selon les X. Voilà, par exemple, j'ai un autre écart comme ceci. Voilà. Et ainsi de suite. Eh bien, si je fais des écarts qui sont horizontaux comme cela, voilà, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, ça change au niveau du calcul. C'est-à-dire que ici, au lieu d'avoir minimisé les YI moins AXI plus B, je vais devoir minimiser les XI moins CYI plus D. Donc ça rajoute simplement c'est une autre équation d'une autre droite qu'on va calculer. Et cette autre droite, ça va être quoi? Ça va être X égale CY plus D. Voilà, et on fait exactement le même principe de minimisation du carré des écarts, et à partir de là, on obtient les formules de C et de D, voilà, comme ceci. Ok, je rentre un peu pour pouvoir vous écrire les formules de C et de D. C qui va du coup être égal à
sigma xy divisé par sigma carré y. Voilà. Et pour le calcul du t, ben, on fait pareil, c'est-à-dire que je fais ceci. Voilà, tac, tac. Sauf que, bien sûr, si on regarde ici, le d c'est x bar moins c y bar, donc c'est moyenne dx moins c fois la moyenne des y. Voilà. Et à partir de là, ben, si je retourne sur Excel ici, voilà, je peux donc calculer forcément le C et le D. Bon, je vais déplacer ça, désolé pour toutes les barres rouges du coup qui s'en vont. Voilà, comme ceci. Du coup, là, j'ai calculé mon A et mon B. À partir de là, je peux également calculer, bien entendu, le C et le D. Donc, le C, il est égal à, comme on l'a vu, sigma xy divisé par sigma carré y, comme ceci. Et le D, il est égal à, du coup, x bar, qui est ici, moins c fois y bar. Et on obtient ceci, donc on voit un D négatif ici, mais ça n'est pas grave, hein, c'est tout à fait possible. Donc si je fais pareil qu'ici, attention, les valeurs ici, je ne vais pas de 0 à 3000, ce sont des valeurs qui vont en y, du coup, hein, parce que là, la formule de ma droite, c'est CY, c'est x égale CY plus D. Donc je vais aller de 0 à 70, hein, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, comme ceci. Et donc je fais que c'est égal à C fois X plus D. Voilà. Et à partir de là, je mets mes dollars, comme d'habitude, I12 et I13, et je peux tirer vers le bas. Et j'obtiens ces valeurs-là. Et si je veux mettre ça sous forme de droite, je peux le faire de nouveau avec mes graphiques, non pas nuage de points, mais courbes, et j'obtiens cette droite-ci, qui vous voyez est différente de la précédente. Hein. Donc là, la droite selon les x, là c'est la droite selon les y. D'accord? Donc on voit qu'on n'a pas exactement la même pente de droite, mais ça, c'est pas grave, c'est tout à fait normal d'avoir une pente différente parce qu'on n'a pas minimisé les mêmes écarts. Donc, il faut juste le savoir, mais on a deux manières différentes d'établir une droite de régression. La droite selon y et la droite selon les x. Voilà. Donc, aïe aïe. Voilà, comme ceci. Très bien. Bon, à quoi ça nous sert tout ça? Ce qui est intéressant, c'est que comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis des valeurs, et à partir de la droite, j'ai pu calculer combien ça faisait. Par exemple, j'ai pu avoir ici une valeur pour 70. D'accord? Et bien ça veut dire quoi? C'est que j'ai réalisé en fait une extrapolation. C'est-à-dire que j'avais ces données-là, qui existent pour 40, 37, 47,5, 42,5, 52,5, et en utilisant ma droite, en utilisant l'équation de la droite que j'ai trouvé à combien correspond la valeur pour 70. À savoir que cette valeur-là n'est forcément pas une valeur réelle, puisqu'on n'a pas pris quelqu'un qui avait 70 mètres carrés d'appartement, mais c'est simplement une estimation de ce que ça pourrait être. Et ça s'appelle une extrapolation. Donc on a deux grands noms. On a l'interpolation et l'extrapolation. Donc, la seule différence, c'est que l'interpolation, c'est déterminer une nouvelle valeur à l'intérieur des données. Et l'extrapolation, c'est déterminer une nouvelle valeur à l'extérieur des données. Voilà. Et donc du coup, on a là réalisé une extrapolation, puisque le 70 était en dehors des valeurs, mais par exemple, le 50 n'est pas dedans, et le 50, ça nous donne 2076, et c'est une interpolation, puisque je suis à l'intérieur des valeurs. Et, comme vous avez pu le voir ici, on peut le faire pour les deux droites, la droite selon les y, et la droite selon les x. Ici, par exemple, on pourra avoir quelqu'un qui a 3000 € aurait un appartement de 61 mètres carrés. Et ce qui est marrant, c'est que vous voyez que on n'a pas les mêmes valeurs, puisqu'ici 3000 € c'était 70 mètres carrés. Donc
pour montrer que c'est pas évidemment 100% fiable, mais c'est une moyenne, c'est une manière, pardon, d'estimer certaines valeurs qu'on ne connaît pas. C'est l'interpolation et l'extrapolation. Bon, que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, c'est très simple, je ne vais pas vous demander de théorie sur la manière de calculer ceci quoi, c'est parce que je dois vous montrer d'où vient cette droite, comment on la détermine. Par contre, je peux vous demander, à partir de données qu'on a obtenues, de me calculer la droite de régression, soit selon les y avec le a et le b, soit selon le x avec le c et le d. Et à partir de ces droites de régression, je peux vous demander une interpolation ou une extrapolation. Ce qui ne change pas grand-chose par rapport aux exercices qu'on a déjà faits, puisque pour les exercices qu'on avait déjà faits, on avait déjà calculé les moyennes, les variances, les écarts types et la covariance pour pouvoir justement déterminer la corrélation. Et donc ça complète les exercices qu'on peut faire sur les données à deux dimensions, c'est-à-dire déterminer la covariance, la corrélation avec le coefficient de corrélation, et enfin établir une droite de régression et à ce moment-là réaliser des interpolations et des extrapolations. Donc voilà, c'est tout ce que je vous demande pour aujourd'hui. Alors je vais quand même du coup vous donner quelques exercices sur les interpolations. Voilà, pardon, sur les interpolations, sur les droites de régression. Voilà. Donc déjà, premier exercice que je vous demande, c'est tout simplement de reprendre les exercices qu'on avait fait la fois dernière et d'établir à ce moment-là l'équation des droites de régression et effectuer une ou deux interpolations / extrapolations. Voilà, donc ça c'est le premier exercice que je vous demande. Et ensuite, là je vous demande du coup un exercice en plus avec juste un tableau comme ceci. Voilà. Donc là, je prends mon tableau que je mets comme ceci. Là j'ai les x, du coup 48, 49, 50, 51, 52, y. Et donc j'ai 277,1, 279,3, 281,4, 283,2 et 284,8. Voilà. Et donc là, on a en X la taille d'un bébé à la naissance, et en Y, on a la durée de la grossesse en jours. Voilà, donc on peut se demander si la taille va avoir un bébé à la naissance a été influencée par la durée de la grossesse de la maman. Donc, les questions que je vous demande pour cet exercice, c'est d'abord établir les deux droites de régression. Voilà. Et ensuite, réaliser une interpolation pour 49,5 cm et réaliser une extrapolation pour 260 jours de grossesse. Voilà ce que je vous demande, donc en plus de déterminer les droites de régression pour peut-être pas les deux exercices qu'on avait fait la dernière fois. Je vais regarder les exercices qu'on avait fait du coup la dernière fois. Donc on avait par ici. Voilà. Alors, comme ceci. Donc, voilà. Je regarde ce que je vous avais demandé comme exercice. Voilà. Je vais vous demander peut-être qu'un seul des deux. Et enfin, vous pouvez faire l'autre évidemment, hein, mais moi je ne corrigerai qu'un seul des deux. Mais je vais corriger le premier ici, hein, du coup, le nombre de fois qu'on a été malade. Donc, voilà, par rapport à l'âge.
Voilà, donc en plus ici je vous demande de déterminer les deux droites de régression et de faire une interpolation et une extrapolation par exemple. Voilà, donc ici c'était un petit peu plus court, mais j'ai pas spécialement envie de vous surcharger, ça sert à rien de commencer le travail sur les intégrales maintenant. Donc à partir de la semaine prochaine, on fait quelques intégrales. Voilà, donc la partie principale du cours, ça reste quand même ceci, parce que comme vous le savez, on n'a plus beaucoup de cours, voilà. Donc voilà, et donc les intégrales, ne vous devez pas trop vous inquiéter, ça c'est la partie principale du cours. Vous devez principalement savoir faire les statistiques à une dimension et à deux dimensions. Les questions que je vais vous poser, habituellement, je demandais de compléter un tableau, de faire une complète analyse en fait de données, de créer un tableau, les graphiques et de déterminer les paramètres statistiques. Bien évidemment, l'examen sera adapté puisqu'il sera en quelque sorte écrit via Moodle. Vous aurez des questions et vous devrez répondre à des questions au fur et à mesure. Évidemment, vous ne devrez pas me créer de graphique sur Moodle, par exemple. Donc là, ne vous inquiétez pas non plus à ce sujet-là. Voilà, donc par exemple, vous devrez compléter une case de tableau, me dire si je vous propose deux graphiques, lequel est le bon, déterminer une médiane, etc. De toute façon, vous avez un examen des années précédentes qui vous est proposé sur Moodle, il faut que je vérifie si c'est le cas. Et donc voilà, entraînez-vous là-dessus, de toute façon, tout ira très bien, même si l'examen est différent de d'habitude. Là-dessus, je vous dis, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour la correction des exercices. Au revoir.